Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense qu'au prix actuel, Home Depot pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement selon certaines conditions? D'accord. Je vais vous dire exactement comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là. Donc ici, premièrement, vous savez qu'on travaille ici en recherchant le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, la dette nette, ainsi que la qualité de dividende si dividende il y a. D'accord. Donc la première chose que je vais rechercher ici, c'est d'abord, premièrement, la stabilité ou la croissance des revenus. Quand je vais ici sur Morningstar, donc je vais au niveau de growth. Ici, Morningstar me dit ceci. Nous avons une entreprise qui a une croissance à peu près de 7,94% depuis au moins 10 ans, d'accord, sur les 10 dernières années. 9% à peu près, disons environ 10% sur les 5 dernières années, 9,83, et 11% de croissance à peu près sur les 3 dernières années, ok. Donc, n'oubliez pas également que ça, c'est une entreprise qui a énormément bénéficié de la période de pandémie, d'accord. Vous voyez que en 2021, il y a eu des revenus très élevés, 19% de croissance. 2022 également, 14% de croissance. Or, avant la période de pandémie, oui, on avait une croissance, mais elle se situe aux alentours de 6-5% par là. OK. Donc, le tout maintenant est de savoir est-ce que la croissance va continuer dans le futur. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je prendrais 5% premièrement au niveau de la croissance des revenus. OK. Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers. Il faut savoir quelle est la taille du marché. Qui sont les compétiteurs? Qu'est-ce que le management pense par rapport à leur stratégie d'investissement sur les 3 à 5 prochaines années? Ce sont des informations qu'ils donnent généralement dans les rapports financiers ou bien dans les conférences calls. D'accord. Donc, maintenant, en termes de fruits, on recherche maintenant le revenu. Le revenu en lui-même, je vais sur Yahoo Finance directement pour aller prendre ce que pensent les analystes par rapport au revenu, tout en prenant généralement la moyenne. Donc ici, pour les revenus, ici, la moyenne c'est 156,45, donc 156,45 milliards, d'accord. Ça c'est la moyenne pour cette année 2023. Attention, c'est une entreprise qui publie généralement ses résultats financiers annuels, je pense au mois de mai ou de mai ou de mars de chaque année. Donc c'est la raison pour laquelle généralement, ici, quand elle vous dit qu'on est sur les résultats 2023, en fait, ce sont les résultats en cours. Donc, c'est 156 milliards, d'accord. Donc, en 2024, ils attendent 161 milliards. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, donc on va prendre le 156,45 ici comme revenu attendu. Donc, 156,45. Parfait. Maintenant, au niveau des free cash flow, donc, au niveau des free cash flow, ici, je prends combien? Donc, au niveau des free cash flow, je vais ici. D'habitude, si nous avons une entreprise qui a des free cash flow aux alentours de, voilà, des marges nettes d'abord, premièrement, aux alentours de 10% par là. 5 dernières années, c'est 9,93, donc en moyenne, c'est 10%. D'accord. Donc, au niveau des free cash flow, ici, vous voyez également qu'on est en moyenne aux alentours des 10%. D'accord. Donc, 12, 10, 9,79. Donc, on flirte avec les 10% par là. OK. Donc, vous pouvez également voir que ces free cash flow ont tendance à augmenter dans le temps. 7% en 2012, on est à près de 9% aujourd'hui, environ, à peu près, on a atteint les 12% en 2021. Vous pouvez également voir avec les marges nettes ici qu'on était à peu près à 5% en 2012 et en date d'aujourd'hui, on est aux alentours des 10% par là. Donc, retenez bien l'augmentation des marges ici parce que vous allez comprendre quelque chose à la fin de la journée. C'est un élément très important, l'augmentation des marges. Donc ici, je prends 10%. OK. Faire simple. Les PER, ici, c'est une entreprise qui s'échange généralement à des PER aux alentours. Sur les 5 dernières années, c'est 22 fois les bénéfices. D'accord. Donc ici, voilà, on est à 20, 22 fois les bénéfices généralement, parfois 25. Donc je prendrai ici 20, 22, 25 pour les PER. D'accord. Avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Parce que en période d'augmentation des taux d'intérêt, les multiples ont tendance à diminuer. Donc, ça ne sert à rien d'être de prendre des multiples très élevés alors que le marché ne va pas les payer. Je ne sais pas si le marché va payer 20 ou 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices. D'accord. Il a l'habitude de payer plus que 20 fois les bénéfices. Donc, je vais me protéger. Je prends 20 fois les bénéfices ici. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau de la dette nette ici, je vous ai dit, vous allez sur Yahoo Finance, vous allez rechercher au niveau de financial ici. Donc, oh là là, je vais juste retourner ici. Donc, au niveau des financials, vous allez regarder au niveau de balance sheet, donc sur le dernier trimestre ici, donc en prenant en considération cette partie-ci, vous allez au niveau du dernier trimestre ici, et vous allez cliquer sur net dette. Vous allez voir ici net dette ici aux alentours du mois de janvier. La dette nette est aux alentours de 34 milliards ici. 34 milliards 500. Mais il faut toujours aller recouper cette information sur les rapports financiers de l'entreprise même, d'accord? Parce que d'un agrégateur à l'autre, on n'a pas la même information. Parce que regardez ici, sur cet agrégateur, s'il me donne 45 milliards, donc on a à peu près une différence ici de près de 6 milliards par là. Ok, 6 milliards ici, c'est à peu près 6 dollars l'action. Si on divise par le nombre d'actions ici, c'est 6 dollars l'action. Donc ça ne change pas grand-chose, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Ok, donc ici, on prendra aux alentours de 45 milliards 600, d'accord. Ça, c'est juste parce que je vais utiliser ce logiciel pour faire le calcul ici. Donc, si c'est moins que ça, tant mieux, d'accord. Donc, on va prendre 45 milliards 600, ok. C'est ce qu'on va prendre ici, ok. Donc, au niveau de la qualité du dividende, on va y revenir tantôt. Donc, je vérifie ici le nombre d'actions. Pour le nombre d'actions, ici, vous constatez une chose. Ce qui m'intéresse au niveau du nombre d'actions, c'est de savoir si on a une stabilité ou une décroissance, d'accord. Donc, ici, au niveau du nombre d'actions, vous voyez ici qu'on a à peu près 2 milliards d'actions à peu près en 2007
Et après, on est à près de 1 milliard aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. C'est très important parce que vous allez voir que c'est une information qui va nous servir à quelque chose. Et on va y revenir à la fin de la vidéo, enfin vers la fin. Donc ici, c'est une entreprise qui rachète ses actions, c'est une bonne information. Quand on rachète les actions ici, en fait, c'est un dividende déguisé. D'accord, votre part dans l'entreprise augmente et au niveau des taxes, c'est plus efficient. OK? Donc, on a toutes les informations nécessaires pour calculer la valeur de l'entreprise ici. Donc, 156 milliards 450 millions en termes, 10% de ce montant-là, ça donne combien? Je prends 156 450 multiplié par 0,1, ça me donne ici 15 milliards 645. Donc, je viens ici, je rentre mes multiples 20, 22, 25, 15 milliards 645. 15 milliards 645. Boum. À 20 fois les bénéfices, ici, 15 fois 15 645, moi, la dette nette, ça me donne ici 260 $ l'action. OK? Ici, je remets également 15 milliards 645. Ici, à 22 fois les bénéfices, ça tombe 290 $ l'action. À 25 fois les bénéfices, ça tombe à 336 $ l'action. Et je vous ai dit que j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. OK? C'est pas comme si c'est une entreprise qui peut s'échanger à des PER plus élevés, mais je me protège parce que la période actuelle, je sais qu'elle sera délicate. OK? Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mon but ici est de payer l'entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. OK? Donc, la valorisation ici que je donne par rapport, sans prendre en considération la croissance, est aux alentours de 260 $ l'action. Donc, on se dira que par rapport au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée si on ne prend pas en considération la croissance. OK? On est à 292 ici. Ici, dans ce calcul, on trouve à 260. Donc, il y a une petite différence, mais on ne sait pas trop, c'est pas surpayé à 292. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si j'ajoute la croissance, OK? Admettons qu'on ait une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Attention, c'est en sous-entendant que les 5 prochaines années, que tout se passe très, très bien, OK? Or, ce n'est pas généralement ce qui va se passer. On ne sait jamais. C'est la raison pour laquelle, quand on achète une entreprise, on demande toujours une marge de sécurité, le différentiel entre la valeur et le prix qu'on calcule. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Si la croissance, si les marges diminuent, ça a un impact. Si la croissance n'est pas exactement ce qu'on voulait, ça a un impact, d'accord? Donc, le marché s'en fout de ce que vous voulez, d'accord? C'est la raison pour laquelle il faut acheter l'entreprise à un prix assez correct, ok? Vous savez que qu'importe la situation, il y a de bonnes chances qu'on puisse au moins rester au niveau à ces niveaux-là, ok? C'est la raison, c'est pour ça qu'il faut toujours acheter une entreprise qui a des avantages concurrentiels. Donc, on a ici un revenu de 156 milliards 450, donc ça, 10% de ce montant, ça donne ici 15 milliards 645. Donc, quand on a une croissance ici de 5% sur les 5 prochaines années, ici, ça revient ici après 0,1.05 exposant 5. D'accord, multiplié par le bénéfice net ici qu'on avait à peu près de 15 milliards 15 milliards 645. Ça donne à peu près ici 19 milliards 967. Donc, on va l'arrondir à 20 milliards. OK? Donc, si on arrive à 20 milliards en termes de valorisation, en termes de free cash flow avec une croissance de 5%, d'accord? Donc, ça fait 20 milliards ici. 20 fois les bénéfices multipliés par 20 milliards ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on arrive à 344 $ l'action. OK? 344 $ l'action. Nous ne nous occupons pas de ça. Ça, c'est si les PER restent à 20. Hein. Je vous dis que les PER ont souvent tendance à être plus élevés que ça. Si on prend par exemple des PER de 25, imaginez que la croissance continue, etc., on peut aller à une valorisation à 444 $ l'action. Attention, 442 $ l'action par là. OK? Donc, ça me permet de dire ceci. Au prix actuel, on se dira que, OK, le prix est juste correct. Il n'y a pas une opportunité d'investissement waouh. Mais quand on prend en considération la croissance ici, on réfléchit toujours de manière linéaire. C'est-à-dire qu'une croissance de revenus de 5% entraîne une croissance des bénéfices nets de 5%. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. D'accord? Vous pouvez avoir une croissance des revenus de 5%, mais si vos dépenses opérationnelles restent stables, en fait, en termes de bénéfices nets, la croissance sera bien plus élevée que ça. Et je vous montre l'exemple ici. Regardez ceci. Nous avons une entreprise qui a eu une croissance à peu près sur les 10 dernières années de 7,94% pour les revenus. D'accord? Au niveau des bénéfices opérationnels, ici, ça s'est répercuté à combien? Ça a donné plutôt une croissance de 13,21%. OK? Ce qui veut dire qu'entre ici et là, il y a ce qu'on appelle les dépenses opérationnelles, operating expense. Donc, les dépenses opérationnelles ont eu tendance à rester à peu près stables. C'est la raison pour laquelle on a des bénéfices opérationnels plus élevés. OK? Maintenant, vu que les bénéfices opérationnels sont un tout petit peu plus élevés, d'accord, et que généralement, on a peut-être moins de dettes, ou bien les taxes sont restées les mêmes, ou bien ils ont diminué, vous allez voir ici que le net income a tendance à... Et ça, c'est en pourcentage, ce n'est pas en termes de marge, c'est en pourcentage de croissance, donc faites attention. Donc ici,
on a eu une croissance des revenus de 7,94%, mais une croissance des bénéfices nets de 15,52%. Donc, une croissance des revenus plus élevée, une croissance des revenus de 5% entraîne une croissance des bénéfices nets plus élevée. D'accord? Donc, la croissance des bénéfices n'est pas de 5%, elle est d'un montant supérieur à 5%. En moyenne, ici, on va voir ici le différentiel. Hein. Donc, quand on fait ici 15,52, d'accord, divisé ici par 7,94, d'accord, ça nous donne ici à peu près 1,95, donc soit 2 fois plus élevé d'habitude. Donc, c'est-à-dire que si on a une croissance de 5% des revenus, il y a de fortes chances qu'on ait à peu près une croissance de 9,77% au niveau des marges. D'accord? 9,77% au niveau des marges. Et vous allez voir qu'au niveau des bénéfices nets par action, c'est encore plus élevé. Pourquoi? C'est simple, parce que l'entreprise rachète massivement ses actions. Et si elle rachète massivement ses actions, ce chiffre-ci aura tendance à augmenter. Donc, nous, on va se limiter à ce niveau-ci. OK? Vous allez donc voir que quand cette entreprise augmente les revenus ici, vous allez voir que vu qu'elle n'a pas besoin de dépenses opérationnelles plus élevées, ses bénéfices nets ont tendance les marges ont tendance à augmenter. Donc, au lieu d'avoir des marges, et là, c'est sûr qu'en regardant les rapports financiers ici, vous allez constater que les marges ont eu tendance à augmenter avec le temps. Donc, je vais juste fermer ça ici. Vous allez voir, on va prendre les marges d'EBITDA ici. On va prendre les marges nettes ici. OK? Donc, je prends juste ces deux montants-ci. Juste pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Et je prends également ici les marges brutes, parce que c'est le premier niveau de croissance, c'est le premier niveau de rentabilité, enfin, en termes de marge. Donc ici, je mets ça ici, on a EBITDA, et je vais prendre ici le ratio, où est-ce qu'il est? Voilà, boum. Donc on le met là. On va y aller doucement. On ferme ça. Ceci. Vous voyez ici qu'on a des marges d'EBITDA, des marges brutes qui sont à peu près élevées, légèrement. On tend à rester à peu près dans une tendance, tend à faire du surplace ici. OK? Donc ça, c'est correct. On recherche la stabilité ou la croissance des marges. Maintenant, quand on regarde les marges EBITDA ici, vous constatez une chose, les marges EBITDA augmentent. D'accord? Ici, ça c'est 2006 ici, 2006 à 2009 à peu près, il y a eu comment on appelle ça, la crise aux États-Unis, donc la crise des subprimes. Donc ça a touché le milieu des bâtiments ici, donc il y a eu moins d'investissements, enfin il y a eu moins de dépenses, donc les marges également ont eu tendance à diminuer, les revenus également ont eu tendance à peu près à rester en berne, à diminuer également. Ok, donc c'est une entreprise qui peut être impactée ici là par le secteur immobilier. N'oubliez pas ça. Donc augmentation des taux d'intérêt peut-être qu'il aura une tendance à ralentir ici les dépenses en termes de rénovation ou des choses comme ça, parce qu'on ne fait pas la rénovation avec sous forme propre. Parfois, on prend des crédits pour faire de la rénovation. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. OK? Donc, vous remarquez qu'après ça, la marge opérationnelle a commencé, la marge des EBITDA a recommencé à augmenter parce que les revenus ont commencé à augmenter également, mais on a dépassé les marges qu'on avait en 2006. On était à peu près à 13%, alors qu'aujourd'hui, on flirte avec les 16%. Ça, c'est correct. Maintenant, au niveau des bénéfices nets, au niveau des marges des bénéfices nets ici, vous constatez que c'est la même chose, mais encore plus prononcé. Le plus haut en 2006 c'était 7%, et le plus haut aujourd'hui, c'est près de 10%. D'accord? Donc, c'est encore plus prononcé. Donc, ça veut dire que cette entreprise, quand les revenus sont de plus en plus élevés, les dépenses opérationnelles sont de plus en plus stables. Donc, ça veut dire que les volumes de vente par magasin augmentent. Et c'est une bonne information. C'est pour ça que je dis, le same store sale est une information très importante quand vous exercez dans le domaine de la vente au détail. Le same store sale, le même magasin en termes de volume année après année. Donc, si le même magasin en termes de volume vous rapporte plus, vos dépenses opérationnelles dans le même magasin ne changent pas. Pourtant, le volume de vente augmente, ce qui entraîne ce genre de rentabilité-ci. Donc, ça arrive généralement quand une entreprise est de qualité dans le commerce au détail. Donc, le same store sale est très important. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Excusez-moi. Si on a une croissance, d'accord, de 5%, et qu'on se rend compte que le différentiel ici est plutôt de 2, c'est-à-dire que quand on a une croissance des revenus de 5%, on a plutôt une croissance des bénéfices de 10%. Ce qui veut dire que nos bénéfices, au lieu d'augmenter de 5%, vont peut-être augmenter de 10%. Donc, on va faire 1,1 ici, exposant 5, donc c'est 1,10, donc exposant 5 ici, ça fait ici 1,61. Donc, sur une croissance année après année des bénéfices ici, 10% de croissance sur les 5 prochaines années, ça donne ici, multiplier le bénéfice actuel par 1,61. Donc, le bénéfice actuel est de 15 milliards 645. D'accord? Ça me donne ici à peu près 25 milliards 200. On va arrondir à 25 milliards 200. Si je prends 25 milliards 200 multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord? 25 milliards 200. Donc 25 milliards 200. Pour faire simple, ça donne ici une valorisation aux alentours de $446 à l'action. Ça, c'est juste 20 fois les bénéfices.
Et vous pouvez constater que quand on mettait 25 fois les bénéfices, ce montant-ci, ça nous donnait à peu près, $446 par action. Donc, si je mets 25 fois les bénéfices, vu que le marché paye souvent ce genre de multiples-là, on pourrait aller aux alentours de $568 à l'action, $569 à l'action. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Nous avons peut-être une opportunité d'investissement, mais ça dépend de ces conditions-ci. Ça dépend de l'augmentation plus rapide des bénéfices nets par rapport aux revenus. D'accord? Donc, ça va dépendre de la qualité même de ce business. Si c'est un business de qualité, mais est-ce que je peux, de manière certaine, affirmer qu'on aura une croissance des revenus de 5%? Ça, c'est un point d'interrogation. Il faut regarder la taille du marché. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord? Est-ce que je suis sûr et certain qu'on aura plutôt des revenus une croissance des revenus une croissance des bénéfices nets plus élevée que la croissance des revenus? Ça également, c'est un point d'interrogation. Ça va dépendre également ici du volume de vente par magasin, dans le same store sale. OK? Donc, ça va également dépendre de la politique ici du management. Quelles sont les marges qu'ils pensent avoir dans le futur? Parce que dites-vous que si les revenus augmentent de manière moins élevée que les bénéfices nets, ça veut dire que les marges des bénéfices nets vont augmenter de plus en plus. OK? Je ne sais pas si vous comprenez ça comme ça. Donc, les marges des bénéfices auront tendance à augmenter. Donc, quelles sont les marges des bénéfices nets que le management vise à long terme? C'est ça qui devrait nous intéresser ici. Donc, on va prendre des pincettes ici, je dis ceci. Si vous achetez Home Depot au prix actuel, vous ne surpayez pas. C'est tout bénéf pour vous. Si on a une croissance de 5% au moins minimum, vous savez qu'on peut aller à 20 milliards par là. Si on a une croissance linéaire, la valeur est aux alentours de $344 l'action. Si on a une croissance ici qui est souvent plus... Si on a une croissance ici qui suit la tendance qu'on a eue dans le passé, c'est-à-dire qu'une croissance des revenus, des bénéfices nets plus élevée que la croissance des revenus, d'accord? Ça veut dire qu'on peut aller à $568. C'est la raison pour laquelle je dis on a peut-être une opportunité d'investissement, mais ça dépend de toutes ces conditions-ci. Donc déjà, je sais qu'au prix actuel, je ne surpaye pas. Mais lisez vos rapports financiers. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, mais il faut toujours voir les choses de deux côtés. Donc moi, j'ai toujours les tendances à prendre de manière linéaire parce que ça me protège. Ça me protège. J'aurais pu me limiter ici à dire que ce n'est pas une opportunité d'investissement. Le meilleur moment, par exemple, pour acheter cette entreprise ici, c'est aux alentours disons, de $200 à l'action par là. Mais attention, je ne prends pas en considération le fait que les revenus augmentent les revenus augmentent ici de manière linéaire, d'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, on va se limiter là. Aujourd'hui, Home Depot, pour moi, représente peut-être une opportunité d'investissement. C'est une belle entreprise. Au prix actuel, je ne surpaye pas. Vous pourrez peut-être l'acheter en date d'aujourd'hui, mais ne soyez pas étonné que le revenu baisse, par exemple, parce qu'il y a eu des revenus plus élevés par rapport à la période passée. Donc, si toutes les conditions sont réunies dans le domaine dans lequel elle opère, le revenu pourrait continuer à croître. Mais également, il faut faire attention, il faut se dire que de toutes les façons, on ne surpaye pas. On pourrait s'attendre à ce que l'action se casse un tout petit peu la gueule ici, entre parenthèses, mais ça sera juste temporaire. Donc, je sais qu'au prix actuel, tout ce qui est en dessous de $292 pourrait m'intéresser. D'accord? Idéalement, $200, ça serait une entrée correcte, parfaite. D'accord? Mais au prix actuel, c'est tout simplement déjà correct. Au niveau du dividende, d'accord? Au niveau du dividende ici, nous avons une entreprise ici qui vous requiert à peu près 15 milliards de 15 milliards 645 en termes de potentiel. Donc, divisé ici par la capitalisation boursière actuelle, ça nous donne à peu près un 5% de rendement. Donc, le dividende ici, il est safe, il représente à peu près la moitié de ce chiffre-ci, d'accord? Donc, il représente à peu près 5% ici. Si on a une croissance ici de 5%, donc de manière linéaire sur les 5 prochaines années, ça représente à peu près par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, donc ça représente à peu près 20 milliards en termes de free cash flow, ce qui nous donne ici à peu près 6% de rendement, 6,66%. OK? Mais maintenant, si on atteint à peu près ce qu'on avait ici, si les revenus augmentent plus, si les bénéfices nets augmentent plus vite que les revenus ici, ce qui est tout à fait possible, comme je vous l'ai montré ici par le passé, ça a fait 25 milliards ici. D'accord, divisé ici par à peu près 300 milliards ici, ça représente à peu près un rendement de 8%. Donc, ça va dépendre de ces conditions-là. OK? Donc, voilà. Lisez vos rapports financiers. OK? Et si, selon vous, ça pourrait respecter une de ces conditions-ci, vous pourrez peut-être avoir une opportunité d'investissement. Moi, personnellement, j'aime souvent me protéger. Je n'aime pas extrapoler à ce niveau-là en prenant en considération, oui, les bénéfices nets augmentent plus vite que les revenus, etc. Restons calmes. Aujourd'hui déjà, si je constate que $344 l'action, ça pourrait être la valeur si on réfléchit de manière linéaire, d'accord? Je sais que le prix actuel est juste correct, ok? Idéalement, j'aimerais payer aux alentours de $170 l'action, $200 l'action, mais je n'oublie pas que il y a peut-être
le résultat pourrait être totalement différent si le volume de revenus, si les revenus en termes de volume augmentent plus vite que si les bénéfices nets en termes de volume augmentent plus vite que les revenus. Et ça, c'est déjà vérifié par le passé. Donc, on va se limiter là. Prenez la peine de lire sur cette entreprise. Prenez cette entreprise, mettez-la dans votre watchlist. C'est une entreprise extraordinaire. Elle mérite être dans n'importe quel portefeuille. D'accord? Moi, ici, je l'attends aux alentours de $200 à l'action, $250 à l'action. Peut-être que je vais me tromper, ou bien peut-être que je ne vais jamais l'acheter. Mais je sais une chose, c'est qu'en période de récession, dites-vous que le prix aura tendance à diminuer. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.